Montréal, un souvenir inoubliable. La France entière sait, voit, entend ce qui se passe ici. Et je puis vous dire qu'elle en vaudra mieux. Vive Montréal, vive le Québec. Vive le Québec libre. Aujourd'hui, comme promis dans cette merveilleuse introduction de qualité, on commence notre série sur les mythes nationaux québécois avec le meilleur, j'ai nommé Adam Dollard des Ormeaux, a.k.a. le gars qui nous a fait une Léonidas québécoise en allant repousser une invasion iroquoise de 800 guerriers avec seulement une soixantaine d'hommes. C'est moi qui ai la chaîne Super Couillac, c'est pour cause, mes testicules sont d'une taille plutôt cosmique merci, mais le dollar, il se débrouille quand même pas mal aussi niveau circonférence couillesque. Pour comprendre pourquoi, on va beaucoup parler des Iroquois dans cette vidéo, parce que c'est à la coriacité d'un adversaire qu'on reconnaît la valeur d'un vrai héros. Donc assisez-vous, prenez une bonne dose de Xanax et préparez-vous parce qu'on est sur le point de retourner à la glorieuse époque de la Nouvelle-France. Ok, donc on est en 1658, la Nouvelle-France est encore très jeune et très fragile. Pour info, Montréal, métropole de presque 2 millions d'habitants aujourd'hui, comptait à cette époque à peu près 400 habitants. On était vraiment au balbutiement du Canada français. Les hivers sont glaciaux, la nourriture manque et surtout, la colonie est au bord de la faillite. Pourquoi? Parce que les Iroquois, qui sont pas mal nos ennemis jurés, multiplient les raids et leurs blocus depuis plus de 15 ans, empêchant ainsi les fourrures d'atteindre Montréal et donc la Nouvelle-France. La menace était tellement rendue omniprésente que les habitants de Ville-Marie refusaient de sortir de chez eux par peur de se faire trancher la gorge par des Iroquois tapis dans l'ombre ou pire, d'être amené prisonnier. Pourquoi c'est plus souhaitable de se faire tuer que de se faire emmener prisonnier? Vous allez rapidement comprendre pourquoi. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on se représente trop les Amérindiens en mode Pocahontas. Un peuple pacifiste, vivant en harmonie avec la nature, ne connaissant aucune hiérarchie entre les hommes et les femmes, et ne connaissant pas les classes sociales. Sauf qu'en réalité, les Iroquois, ils étaient pas tout à fait comme Pocahontas. Prenez l'origine du mot Iroquois. Vous allez voir que les différentes théories sont assez sympathiques, merci. L'origine du mot Iroquois est obscure. Certains considèrent que le mot proviendrait du nom qui leur a été donné par leurs ennemis, les Algonquins, Irinacoa, serpent à sonnette. Il est aussi possible que le mot provienne des pêcheurs basques qui surnommaient le peuple Ilocoa, les tueurs. Oui. Et par tueur, on veut pas t'en dire Rembo, plus Magnota, tu vois le genre. Pour illustrer mon propos, j'aimerais vous partager l'histoire du père Isaac Jogues, ou Yog, ou on s'en fout. Alors Isaac, c'est un prêtre missionnaire qui a choisi de vouer sa vie à tenter de christianiser le Nouveau Monde. Qui en avait bien besoin, vous allez comprendre pourquoi. En juin 1642, lors d'une expédition commerciale, Jogues et sa troupe sont pris en embuscade par une troupe iroquoise. Certains sont tués sur place, et les autres, dont notre père jésuite, sont emmenés prisonniers. Voyez vous-même le traitement que les Iroquois réservaient à leurs prisonniers de guerre, et vous allez comprendre pourquoi on les surnommait les sauvages. Après 5 ou 6 jours, alors que nous étions épuisés par le voyage, ils s'approchaient de nous, sans plus aucune colère, nous arrachaient froidement les cheveux et la barbe et nous enfonçaient leurs ongles, qu'ils portent très pointus, dans les parties les plus délicates et les plus sensibles. Ils me brûlèrent un doigt et m'embroyèrent un autre avec les dents. Ils disloquèrent ceux qui avaient déjà été broyés en rompant les nerfs de telle sorte que maintenant qu'ils sont guéris, ils demeurent affreusement déformés. Tout cela était rendu plus cruel par la multitude de puces, des poux et des punaises auxquelles les doigts coupés et mutilés permettaient difficilement d'échapper. Et ça, c'était juste le trajet de l'aller. Parce qu'arrivés au lieu de leur captivité, ils se sont fait battre à coups de bâton, à coups de poing, à coups de pierre. Les Iroquois leur ont arraché les derniers ongles qui leur restaient avec leurs dents. René Goupil, un compère de Jogues, va se faire tuer à coups de hache le 29 septembre 1642 après avoir fait un signe de croix sur la tête d'un enfant iroquois. Et là, on rappelle, on parle pas de soldats qui se sont battus, hein, on parle de religieux sans défense. Jogues va quand même réussir à s'échapper et à rejoindre la France. Et il était tellement amoché par son séjour en Iroquoisie que ses proches l'ont même pas reconnu en fait. Et le gars va quand même se porter volontaire pour retourner en Nouvelle-France, et le 18 octobre 1646, alors qu'il était chargé d'une mission de pêche chez les Iroquois, oui, les mêmes Iroquois qui l'ont torturé, Jogues va être accusé de sorcellerie par les Agniers et va être assassiné d'un coup de hache dans la tête, décapité, scalpé, et son corps va être jeté dans la rivière Mohawk. J'en vois beaucoup qui vont venir me dire que cette digression-là sur les Iroquois était pas très utile, mais je pense que c'est vraiment important de comprendre le danger qu'ils représentaient à l'époque et pourquoi tout le monde se chiait dessus quand on prononçait seulement leur nom. Et c'est dans ce contexte-là un peu de terreur que Adam Dollard des Ormeaux débarque. Donc Dollard
Delord, il commence à être un peu tanné de voir la Nouvelle-France se faire victimiser par les Iroquois. Donc le gars, il va tenter une dinguerie, il va essayer de porter un coup à l'ennemi sur son propre territoire, en Outaouais. Il faut comprendre que depuis la destruction de la Huronie, vers 1650, les Iroquois sont les maîtres incontestés de cette région-là. Et c'est d'ailleurs leur occupation de ce territoire-là qui empêche les fourrures de remonter vers Montréal, rendant sa situation extrêmement précaire. Donc le plan, c'est le suivant, prendre les Iroquois à leur propre jeu en leur tendant des embuscades alors qu'ils reviennent de leur chasse hivernale, prendre leur butin et les ramener à la colonie. Donc Delord rassemble 16 jeunes volontaires, ils font tous leur testament, se communient, se confessent et se jurent fidélité et de combattre jusqu'à la mort s'il le faut. Le 20 avril 1660, c'est un départ. Et les gars, même s'ils avaient quand même des immenses couilles, c'était pas des très bons rameurs. Ils sont quand même restés coincés 8 jours dans les glaces au bout de l'île de Montréal. Finalement, ils s'en sortent et ils sont rejoints par 40 Algonquins et 4 Hurons, qui eux non plus apprécient pas trop le fait que les Iroquois leur empêchent de commercer la fourrure. Ils sont donc 61 au total à s'engager sur la rivière Outaouais. Ils arrivent début mai à Lonceau, actuellement Carillon, place à laquelle se trouvait un ancien fortin algonquin. L'endroit est idéal parce que les Iroquois doivent porter leurs canots sur le rivage pour passer cette partie de la rivière-là. Parfait pour dégommer de l'Iroquois, ça. Donc ils s'installent, commencent à fortifier la place, mais fâcheusement pour eux, une quinzaine d'éclaireurs Iroquois arrivent de nulle part. Ils sont accueillis comme il se doit, mais certains d'entre eux arrivent à s'enfuir. Là, les gars, ils sont un peu pissed off parce que leur projet de prendre l'ennemi par surprise vient de tomber à l'eau. Donc dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retourne à Ville-Marie? Est-ce qu'on se replie comme des lâches? Préparez-vous à vous battre! Donc les gars décident de rester, sauf que quelques instants après, c'est une foutue armada de l'apocalypse de 300 Iroquois qui débarquent devant eux. Donc ça fait pam boum boum, les Français sont obligés de se replier dans le fortin, leurs canots sont détruits par l'ennemi et basically, ils sont encerclés. Et là, dans le fortin, tout le monde est un peu confus. On s'attendait à des bandes de chasseurs isolés et là on se retrouve avec l'armée d'élite iroquoise devant nous. Comment ça se fait? En fait, ils le comprennent assez vite, les gars viennent de tomber sur une force d'invasion iroquoise ayant un seul but, détruire la Nouvelle-France et tous les gens qui la peuplent. Donc pas question de se rendre, on se bat. Le capitaine Iroquois s'avance pour demander à qui ils ont affaire, ce à quoi nos amis répondent, grosso merdo, à des gens qui vont te chokeslam ta race si tu oses faire un pas de plus. Donc après cet échange diplomatique cordial, le combat reprend. Les Iroquois, après avoir érigé des palissades sur la rive, tentent un premier assaut en mode débarquement de Normandie. Sauf que n'est pas Tom Hanks qui veut et ils se font rapidement mettre en déroute par Delord et ses hommes. Les pertes sont quand même lourdes pour les Iroquois qui se rendent rapidement compte de la stupidité de leur stratégie et se replient derrière leur palissade, laissant morts et blessés sur le champ de bataille. Et là, il se produit un moment assez surréel. Un des Hurons arrête tout ce qu'il est en train de faire, prend la tête d'un corps Iroquois, la coupe et l'empale sur une pique sous le regard un peu confus de pas mal tout le monde, tout ça pour choquer les Iroquois, je présume. Et choqués, ils seront parce qu'ils iront chercher du renfort dans la rivière Richelieu, 500 Mohawks qui devaient les rejoindre pour achever la destruction de la colonie. Autant dire que les Français et leurs alliés, ils commencent à se chier dessus. Donc derrière leur muraille, ils commencent à discuter un peu de comment ça va se passer. Les Hurons pensent qu'on devrait engager des pourparlers avec les Mohawks pour négocier la paix. Et Delord, qui avait entendu parler de comment les 5 nations faisaient la paix, les envoie poliment se faire foutre. Et se faire foutre, ils iront parce qu'une bonne partie d'entre eux vont déserter pour aller rejoindre les Iroquois. Les récits varient sur leur nombre, mais on peut dire que ça doit être de l'ordre de quelques dizaines. À partir de là, on est le 2 mai, un siège de 7 jours commence. Les Français ont la vie dure, ils sont sans cesse harcelés par leurs ennemis, ils sont privés de sommeil, ils sont torturés par la faim, la soif, mais surtout le froid. Ce foutu froid qui glace même ton âme. Au 8e jour, donc le 10 mai, les renforts Iroquois sont arrivés. Donc on est rendu à plus ou moins 30 Français et Hurons contre plus de 800 Iroquois, moins leurs pertes récentes évidemment. Ces derniers vont tenter un nouvel assaut. Le rugissement des mousquets et le sifflement strident des flèches deviennent insupportables. Des corps tombent, des têtes roulent, le sang gicle. Ce deuxième assaut-là va être décrit comme beaucoup plus violent que le premier, mais toujours est-il, les Iroquois vont trouver le moyen de se faire battre. Et c'est à ce moment-là qu'ils commencent à devenir un peu mad. Mad parce que leur projet, c'était l'invasion et la destruction de la Nouvelle-France, et là, ils sont 800 pecnos à galérer contre 17 Français et quelques Indiens. C'est là qu'ils vont décider de changer de stratégie. Les gars décident d'adopter la stratégie Juggernaut. Ils vont ramasser des bouts de bois qui traînent à terre, se crafter des armures avec, des torches et des hachettes, et ils vont foncer sur le fortin. L'objectif, mettre le feu à la place. Une petite partie d'entre eux vont parvenir à atteindre la palissade du fort. Ils tentent d'incendier les murs et de faire des brèches. Les Français peuvent plus les atteindre parce qu'ils sont beaucoup trop proches des meurtrières. Et là, ça commence à sentir le roussi pour Delord et ses amis. Pour remédier à ce problème, les Français vont, et je cite, démontèrent 2 canons de pistolet qu'ils remplirent jusqu'au goulet, y allumant une mèche et s'en servir comme de grenades, mais sans grand résultat. Donc adoptant la maxime Bigger is better, ils décident de faire la même chose mais avec un foutu baril de poudre, histoire de faire le ménage en bas. Au premier coup de poing, j'embrayais et je nettoyais la place.
On sait pas trop comment ça s'est passé. Est-ce qu'Adam a été atteint par un coup de fusil? Est-ce qu'il a mal visé? Est-ce qu'il a manqué de force? Bref, toujours est-il que le baril a rebondi sur un obstacle, une branche ou le haut de la muraille, on le sait pas trop, et a explosé, mais du mauvais côté de la muraille, tuant une bonne partie des Français et leurs alliés. Cet incident-là va permettre aux Iroquois de prendre le contrôle des meurtrières et d'abattre pas mal tout le monde dans le fort. Voyant que tout espoir était perdu, on raconte que l'un des Français aurait abattu les blessés de son camp pour leur éviter les sévices aux mains des Iroquois. Quand ces derniers pénétrèrent finalement dans le fort, ils vont trouver que 5 Français et 4 Hurons en vie. Je pense pas que j'ai besoin de vous expliquer ce qui est arrivé à ces malheureux. Au final, on sait pas vraiment combien les Iroquois ont perdu de soldats. Dolly de Casson parlait de 200 guerriers rouges éliminés par les 17 de $. Des historiens contemporains affirment que ce serait plus plausible de parler de quelques dizaines. Une chose est sûre, c'est que les pertes iroquoises étaient si lourdes que, petit 1, ils ont senti le besoin d'aller chercher 500 hommes en renfort et que, petit 2, après ce combat contre Dollard, les gars ont simplement renoncé à leur invasion du territoire. Si 17 Français sont aussi casse-couilles, qu'est-ce que ça va être qu'on va arriver devant un Paul Chemédy de Maisonneuve, un Lambert Closs, un Charlemagne et devant les 3000 autres habitants de la colonie. Donc les Iroquois vont se retirer du territoire et leur retraite va permettre à Pierre-Esprit Radisson et les Nez Percés, quelques semaines plus tard, de passer la rivière avec plus de 60 canots remplis à rabord de fourrure, sauvant ainsi la colonie de la faillite. Adam Dollard des Ormeaux, c'est le symbole ultime du courage et du sens du sacrifice. Le gars s'est jeté en terre inconnue et hostile à l'époque où une grande partie de l'Amérique était même pas encore explorée pour sauver sa patrie de la destruction. Il a compris qu'il y avait des choses plus importantes dans la vie que son plaisir personnel et égoïste. Il a regardé droit dans l'abysse et quand il a croisé le regard glacial de la mort, il a pas baissé les yeux. Au contraire, il est allé courageusement à sa rencontre. C'est un modèle de vertu à suivre pour chaque jeune Canadien français contemporain.